Salut, c'est Madame Meuf. Aujourd'hui, petit podcast où je ne suis pas seule et j'adore ça. Et vous aussi, je crois. Oh là là, cette auto-promo. J'ai aujourd'hui une invitée. Elles auraient pu être deux parce que c'est deux co-autrices d'un livre qui est sorti très récemment qui s'appelle Pourquoi le sexe fait mal. Je reçois Caroline Ernesti. Salut Caroline. Bonjour Hélène. Qui es-tu Caroline? Qui es-tu? Ah, t'es pas obligée de me faire ton CV, hein. C'est qui es-tu par rapport à ce livre et pourquoi j'avais très envie de vous recevoir, à ton avis? Alors, je suis journaliste et avec Agathe, nous nous sommes rencontrés quand on était en école de journalisme et c'est la cystite qui nous a rapprochés. C'est vrai? Ouais, C'est bon? c'est terrible. On s'y reconnaît! Et pendant ces 2 années d'école, c'est vrai que cette thématique revenait assez régulièrement. Ah ouais? Ça dilait du monuril sous les tables. Ça dilait du monuril. On se donnait des techniques et on était très La petites. grenade, le jus de Ouais. grenade évidemment. Tout ça, le cranberry à fond. Oui, le cranberry, pardon, c'est ça ça. marche bien. Ouais. Et à partir de ces 2 ans, on s'est séparés et on est toutes les deux parties dans des chemins divers. Et pendant le Covid, on s'est toutes les deux retrouvées un peu le nez dans l'eau à devoir un peu mettre sur stop nos carrières. Et on s'est dit, ça vaut peut-être le coup de creuser des sujets qui nous intéressent. Ouais. Et on s'est retrouvés à nouveau autour de la cystite. Autour de la cystite. J'adore ça. C'est génial. Ça me rappelle ce podcast qui est ancien maintenant qui s'appelait Qui m'a refilé la chlamydia. Je sais pas si Oui, tu connaissais, qui était très très incroyable. drôle, mais qui était des histoires d'amour autour de qui m'a refilé cette fameuse chlamydia. Bon, ben en tout cas, vous l'avez compris. Donc nous allons parler de sexualité d'un point de vue journalistique, mais d'un point de vue féminin, d'un point de vue politique aussi. Et donc c'est après le générique. Donc j'ai le bouquin de Caroline Ernesti et Agathe Moreau, Pourquoi le sexe fait mal. Donc cette rencontre d'amitié et de sujets communs autour de la cystite, c'est quand même à la fois drôle et pas drôle. C'est un peu d'ailleurs le propos de votre livre, c'est franc et pas drôle et c'est nécessaire. Et est-ce que ça choque? Est-ce que ça crée encore du tabou? Est-ce que vous avez encore l'impression que aujourd'hui on est étonné qu'on puisse appeler un livre Pourquoi le sexe fait mal? Oui, étonnée, mais aussi un peu révoltée. Le titre plaît pas forcément à tout le monde. Après, forcément, c'est un titre qui accroche. C'est une couverture qui accroche. Et le but, c'était de justement pas se cacher derrière des mots un peu valises, parler d'intimité, parler De sexo? de sexo, de sujets féminins. C'était pas le but. Nous, on voulait aller un peu droit au but. Et voilà, on voulait parler de ce qui fait mal. Et on voulait vraiment mettre la douleur au cœur, en fait, de notre propos. Est-ce que tu crois que tout ça, c'est à cause de la Bible? Tu enfanteras de la douleur. Exactement, mais oui, c'est ce qu'on dit en plus dans l'introduction. Ouais. Et on avait un titre de travail pendant des mois et des mois qui était « Tu baiseras dans la douleur Ouais. », qui n'a pas passé la case du marketing. Ah oui, bah oui, parce qu'après sur les réseaux, laisse tomber, t'as Ça plus passe rien plus. qui passe, ouais, c'est clair. Et on voulait quand même avoir une approche un peu médicale parce qu'on a interviewé beaucoup de médecins. Ouais. Et on voulait pas non plus bloquer des lecteurs qui pourraient se retrouver dans le livre avec un titre vraiment trop franc. Ouais, ok, je comprends. En même temps, la franchise, c'est quand même ce que j'essaye de faire ici dans ce podcast, que plein de podcasts d'ailleurs essayent de faire, et ce que des journalistes jeunes comme vous essayent de faire aussi. La franchise, elle est nécessaire. Après, vous avez eu une méthode de travail aussi, c'est-à-dire vous vous êtes rencontrés autour de on a ce point commun, mon Dieu, pourquoi ça gratte, bordel, hein, voilà, pourquoi on a mal au bide. Mais après, voilà, vous avez fait un travail de journaliste, donc à la fois de témoignages, à la fois d'infos. Voilà, donc un mélange d'anecdotes et j'allais dire infographie, c'est pas du tout ça, vraiment la meuf, c'est pas utiliser les termes. Mais comment vous avez réussi? Parce que c'est quand même des sujets, tu dis, oui, c'est pas un sujet dit intime, mais ça nous touche tout intimement. C'était dur pour vous de faire la part des choses entre ce sujet m'a grave touché et d'autres moins. Oui, forcément, il y a des chapitres qui nous ont plus touchés les unes que les autres. Après, pour la partie travail, donc nous, oui, effectivement, on a beaucoup travaillé en tant que journaliste. Le but, c'était d'abord recueillir des témoignages. Et à partir de ces témoignages de femmes qui ont souffert dans leur sexualité et dans leur vie intime, de les soumettre aussi bien à des soignants qu'à des spécialistes, en fait, dans les différentes thématiques. Ouais. Donc, on a interviewé, par exemple, des sociologues, des historiennes de la sexualité, tout un tas de pratiques et de praticiens médicaux différents, même des pharmaciens. Et le but, c'était un peu, justement, de soumettre ces témoignages pour montrer, en fait, quelle était la réalité des patientes et des femmes qui souffrent, pour que eux-mêmes et elles-mêmes puissent voir, en fait, ce qu'il y a derrière des patients. Ouais. Et justement, est-ce que c'était une démarche qui les a étonnés, notamment le corps médical,
Parce que, en fait, il y a quand même quelque chose de très, très ancré en France, je trouve. C'est d'un côté, tu as la médecine, Mmh. hein, la science du sachant, et où généralement beaucoup de gens et beaucoup de femmes, puisque les femmes s'excusent encore plus aujourd'hui, toujours et encore, qui n'osent pas trop dire grand-chose. Et parallèlement à ça, tout ce qui est le support à côté du médical réel. Et ça, c'est un truc très, très faible en France. Vraiment. Vous, c'est aussi l'idée de cette démarche-là, c'est parler, c'est faire connaître, c'est éduquer. Est-ce que quand vous avez amené des témoignages très voilà, factuels, précis, intimes, douloureux, comment ils ont réagi, par exemple, les pharmaciens ou comment ils ont réagi, par exemple, les médecins? Plus eux, d'ailleurs, que les sociologues ont un temps de recul. Oui, mais en fait, ils ont l'habitude de recevoir ces témoignages de douleur. Donc, par exemple, une patiente va leur dire: «Moi, j'ai mal ci, j'ai mal là», et cetera. Mais ils vont pas avoir forcément l'intégralité de la douleur, la douleur qui va s'inscrire sur le temps long. Et aussi, ils vont moins avoir le discours en rapport avec l'impact sur la sexualité. Parce Ouais. que c'est pas forcément quelque chose qu'on arrive à discuter avec son médecin et Mmh. notamment son médecin traitant qu'on voit au quotidien, Mmh. qui potentiellement a vu d'autres membres de notre famille. C'est dur de parler de sexualité avec ces personnes. Du coup, ils n'avaient pas forcément l'entièreté des témoignages. Donc nous aussi, le but, c'était de passer la parole et qu'ils se rendent compte, en fait, que c'était aussi une construction qui allait avec tout le système. Après, on a aussi interviewé des médecins, notamment des femmes, qui se sont créées dans des collectifs de médecins, justement, pour essayer de mieux prendre en charge la santé sexuelle des femmes. Ouais. Et donc, il y a cette phrase qui débute votre livre. C'est très commun chez les femmes d'avoir cette douleur après les premiers rapports pénétratifs, après tous les rapports, quand on expérimente le vaginisme à cause de la sécheresse vaginale en période ménopausique, si l'on souffre de cystite, si l'on est atteinte d'endométriose au moment des règles, quand on porte un dispositif intra-utérin, quand on a fait le choix d'enfanter, quand on a fait le choix d'avorter. En gros, c'est commun, c'est très normal. Oui, et du coup, d'une certaine manière, entendre ça, ça justifie la douleur et en fait, ça nous oblige à passer outre. Alors qu'en fait, la douleur, et notamment dans la médecine telle qu'elle est pratiquée, la douleur, normalement, c'est un signal d'alerte. Ouais. Ça veut dire que quelque chose ne va pas et qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré. Et en fait, le fait de dire aux femmes, c'est normal, ou toutes les femmes ressentent ça, ou c'est pas si grave, en fait, c'est ça qui va pas. Et c'est ce qu'on essayait de montrer. Non, c'est pas normal d'avoir mal, même s'il y a par exemple ce mythe de la première fois. La première fois qu'on a une expérience sexuelle pénétrative, c'est normal d'avoir mal, c'est normal de saigner. Et pas forcément. Pas forcément, ouais. Oui. Et c'est quand même plutôt bien d'arrêter si on a mal. Exactement. Et Et de de pas se savoir forcer. qu'on a le droit de s'autoriser à s'arrêter, parce que si on te dit toute la journée c'est normal d'avoir mal, alors bah vas-y, continue, quoi. Exactement. Ouais. Et c'est dans la tête? Ça, pareil, on l'a énormément entendu, c'est ça qui est terrible. C'est que toutes les femmes qui ont entendu potentiellement c'est normal d'avoir mal ont aussi entendu que c'était dans leur tête. Alors que, encore une fois, en fait, les signaux de douleur, ce sont des signaux qui passent la plupart du temps par les nerfs. Et c'est un signal du corps qui dit non, c'est pas normal. Et c'est aussi pas dans votre tête. Ouais. De la part des médecins femmes tout autant que des médecins hommes? Alors, Tu crois qu'il y a et la prise en compte, elle est différente un peu ou pas? ça dépend, en fait, ce serait plus une question de génération. Ouais, ouais. C'est-à-dire que des médecins femmes de l'ancienne génération à qui on a appris que soit les femmes exagéraient, soit que c'était normal qu'elles aient mal, peut-être n'auraient pas les mêmes curseurs pour comprendre cette douleur. Là où des médecins hommes ou femmes de la nouvelle génération auront peut-être plus lu de témoignages, peut-être plus appris que effectivement c'était pas logique. Alors même qu'on sait que les femmes se signalent, beaucoup plus tard à la douleur qu'un homme. Et dé c'est enfin, si un homme, par exemple, a un problème, la femme va aller gérer direct pour que le mec consulte, oh là là. Si la femme elle-même a un problème, elle va se dire, à force qu'on lui est bourré dans le crâne à grands coups de pilon, c'est normal, bah, c'est normal, ouais, moi c'est une petite folie, oh, c'est tes émotions». À force d'avoir entendu ça, la femme va aller, en fait, pousser la douleur plus loin Mmh. et donc finalement l'inscrire dans son cerveau et sonner la sirène d'alarme plus tard, quoi. Exactement, et aussi parce que les femmes, du fait de leur physiologie, ont plus l'habitude de souffrir, que ce soit les douleurs de règles, même classiques. Ouais. En fait, on apprend ça dès qu'on a 10-11 ans, et c'est quasiment toute notre vie. Ensuite, des douleurs de ménopause, potentiellement celle qui accouche, c'est quand même une sacrée douleur. Ouais. Donc, c'est aussi une douleur qui s'inscrit dans le quotidien, donc il y a les signaux d'alerte vont aussi être un peu modifiés. Il y a un truc quand même que moi je trouve quand même complètement salaud, c'est effectivement ce petit rendez-vous qui est donné dans notre corps entre Eros et Thanatos. Moi, j'ai vraiment un truc, Oui. j'avais un passage comme ça dans mon spectacle que j'ai relevé, mais je disais, mais j'ai l'impression qu'Eros et Thanatos, ils se sont filés rencard dans mes nichons. En fait, d'un côté, t'as c'est le plaisir, et là, t'as l'autre qui dit, oui, mais attention, oh là là, la mammographie. Et en fait, on a quand même ce truc où il faut quand même y aller, quoi. Franchement,
pour réussir à lâcher la tête, à lâcher le contrôle, à lâcher la charge sexuelle, Mmh. quand même majoritairement gérée par les femmes, Bien sûr. à savoir qu'après, si j'ai pas fait pipi dans les 2 minutes, c'est la catastrophe, savoir, machin. Il faut aussi quand même contrôler un peu la capote, hein, vérifier si elle est bien là, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'eux, heu et après ça, il faut réussir à jouir. C'est parce qu'on a envie, en vrai, parce qu'on a envie. Mais c'est vrai que est-ce que tu as rencontré des femmes qui avaient envie de laisser tomber, enfin notamment sur l'aspect plaisir? Ah oui, totalement. Il y a des femmes qui ont laissé tomber et notamment des femmes, en parcours de ménopause, qui ont, de grosses douleurs au moment de la pénétration. Excuse-moi, ça va être bientôt pour moi, donc ouais, Il y a des solutions. ouais, Tout peut bien se passer pendant la ouais. ménopause. Mais il y a aussi, il faut partir du principe que le changement hormonal fait que du coup le corps se transforme. Ça, on ne peut pas lutter contre. Donc après, il y a tout un tas d'accompagnements pour que ça se passe bien. Mais il y a certaines femmes qui ont juste tiré un trait sur la sexualité. Plutôt que de connaître des douleurs, on dit tant pis. De toute façon, à quoi ça sert de faire du sexe après 50 ans? Du coup, j'arrête. Ouais. En fait, c'est à tous les âges. Oui. C'est à tous les âges, évidemment, tu as les premières règles, tu as l'entrée dans la sexualité, tu as, toutes les pathologies, enfin, voilà, tu peux exposer toutes celles que vous abordez, d'ailleurs dans le bouquin. Oui, oui. Alors, on est parti de la cystite parce que ça touche une femme sur deux dans sa vie. Et c'est 2 millions de cystites par an, d'après les chiffres de 2019. Donc, c'est quand même énorme. Donc, la cystite, c'est une infection urinaire qui est dite non grave parce qu'elle ne remonte pas sur les reins. Mais ça fait mal. Ça fait mal quand on va faire pipi. Ça fait une sensation de pesanteur sur la vessie. Donc, c'est vraiment très désagréable. Et en plus, ça peut être chronique. Et notamment la cystite post-coïtale qui, comme tu le disais, si on ne va pas faire pipi tout de suite, forcément, après, ça pique et c'est pas très agréable. On a parlé des mycoses aussi, qui arrivent pareil suite à la sexualité. Donc, c'est dû à un champignon. Si c'est pas traité, pareil, ça peut devenir chronique. Et en fait, ça fait mal pendant les rapports sexuels. Ça peut faire mal après et même avant. Ouais, puis ça rend dingue. Et ça rend dors fou. pas de la nuit, ouais. On dort pas, ça gratte, c'est pas agréable. Enfin, voilà. Et il y a la honte. Moi, je me souviens, à une époque, quand j'étais Exactement. étudiante, moi, je suis fille de gynécologue, Oh. camarade, de planning familial. Oh, Donc, j'avais du matos à la maison. Moi aussi, je me refilais des trucs sous le le la manteau. table de la cantoche. Et tout comme il était honteux, et il est toujours honteux d'ailleurs, de filer un Tampax, parce que, oulala, on met moins de Tampax, c'est une bonne nouvelle. Mais tout comme, moi, une fois, je me souviens, j'avais un ovule dans mon entrée. C'est ce que j'avais dû le laisser là. Et bienvenue. En fait, j'avais des potes qui étaient à l'apéro. Ils disaient, ah, alors, on va se faire un chat et tout. Et en fait, moi, écoute, j'ai fait des courses, j'ai une mycose, en fait, j'ai un ovule, tu vois, on va lâchez-moi. Mais en vrai, non, j'ai pas dit ça. Ben non, j'ai fait, j'ai rougi. T'es rigolo, on se met dans le cul. Mais voilà, petite parenthèse, excuse-moi. Alors que, on en a toutes des remontées, mon Dieu, de tellement d'anecdotes là-dessus, quoi. Oui, on s'en veut d'avoir été gêné, alors qu'en fait, c'est classique et ça arrive à tout le monde. Ouais. Et en fait, on va peut-être pas choper seul. Exactement. Au demeurant. Donc voilà, tu as été aux mycoses ensuite. Mycoses, et ensuite on parle d'autres pathologies, notamment un peu plus graves, donc la vulvodynie, qui est en fait une dyspareunie, donc ça veut dire une douleur de la vulve, avec potentiellement une impossibilité de la pénétration, donc assez proche du vaginisme. Et une vulvodynie, en fait, le test, c'est assez simple, c'est un test avec un coton-tige, on se rapproche de la zone vulvaire et on l'effleure, et en fait la personne hurle de douleur, parce que c'est une contraction des nerfs, et c'est une maladie qui est extrêmement douloureuse, et notamment au quotidien, parce que déjà, tout rapport sexuel, même non pénétratif, est impossible. Personnel. Personnel. Et par exemple, on ne peut pas s'asseoir sur un vélo. On ne peut pas mettre un pantalon ou des sous-vêtements trop serrés, sinon ça fait mal. Et ça, c'est une maladie qui est assez peu connue. Et même, à peu près, le diagnostic, c'est quasiment 10 ans pour arriver à un diagnostic de vulvodynie. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Et ça touche quand même un certain nombre de femmes. Et du coup, c'est très incapacitant dans la vie générale. Voilà. Et finalement, il y a quand même des soins possibles. Oui, il y a des soins possibles. Souvent, c'est géré par les dermatologues, parce que comme c'est une maladie des tissus, c'est les dermatologues qui vont aider, donc par exemple avec des crèmes anesthésiantes, pour permettre du coup de calmer la douleur. Pour certains cas un peu plus graves, ça peut passer par des opérations. Mais en tout cas, c'est une maladie qui est de mieux prise en charge, et notamment grâce à des blogs et des forums en ligne, notamment les Clés de Vénus, qui est le forum de référence, et même les soignants qui connaissent moins bien s'y réfèrent et les conseillent à leurs patientes. D'accord. Ouais, donc ça, c'est en fait quand les pouvoirs publics ne sont pas au fait, généralement, on laisse ça aux assos. Et c'est généralement pour les sujets dont on se fout. Alors voilà, c'est tout. Je toujours des petites misopodes très, très, très politiques. Mais donc voilà, ensuite, il y a également le HPV. Oui, on en parle aussi parce que le papillomavirus humain, très généralement, l'homme est porteur
est porteur sans le savoir et ne va pas développer de symptômes. C'est extrêmement rare qu'un homme développe notamment un cancer dû au HPV. En revanche, les femmes qui vont attraper lors de relations sexuelles avec ces hommes peuvent développer tout un tas de symptômes et notamment dans les formes les plus graves, un cancer du col de l'utérus à cause de la contamination au HPV. Ouais. Et ça, alors il y a eu pour le coup un boulot des pouvoirs publics là-dessus, puisque désormais il y a quand même, on vaccine, enfin si on le souhaite, si les parents le souhaitent, les enfants, parce qu'il y a une très petite fenêtre de tir où c'est possible, mais c'est quelque chose aussi qui était en fait, moi, j'ai 45 ans, donc je suis génération SIDA, tu vois. Donc moi, soit c'était le sida, à un moment, elle est décédée, soit c'était des trucs un petit peu honteux, mais c'est pas grave, c'est bien normal. Et entre les deux, moi, je me souviens une fois, j'avais changé de gynéco, et puis moi, j'ai une vie sexuelle assez active, etc., et puis changeante. Et en fait, je me souviens, elle m'avait fait une liste de trucs, je ne les avais jamais fait de ma vie. Donc moi, j'ai quand même un très beau terrain d'hypocondrie. Donc franchement, j'en ai vu des centres anti-DAS, et j'en ai vu des gynécos. Et puis en plus, ma mère m'avait tellement bourré le crâne. Bon. Et en fait, je me suis dit, attends, j'avais 40 ans à cette époque-là, j'arrive à 40 piges, et on me fait faire des trucs, je les ai jamais fait de ma vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est les médecins parce qu'en plus, les gynécologues, maintenant, c'est même plus une spécialité obligatoire en médecine. Donc, tu as des généralistes qui vont faire gynécologie. Bien sûr. Des sages-femmes aussi. Donc, ça, pour le coup, elles connaissent le sujet. Mais est-ce que tu vois ça comme en fait, des choix médicaux, ou est-ce que c'est... Pourquoi, en fait, un jour, il y en a un qui te fait 15 tests, le lendemain, on te fait jamais rien, on comprend rien, en fait. Pourquoi on comprend rien? Pourquoi on continue à rien comprendre? Parce qu'on connaît très mal le corps de la femme. Et parce que aussi on s'y est pas beaucoup intéressé, parce que en fait la médecine telle qu'elle est pratiquée en France et notamment en Europe et aussi par exemple aux États-Unis et en Amérique du Nord est calquée sur le corps de l'homme blanc. Ouais. Parce qu'en fait les médecins qui ont créé la médecine, notamment la médecine moderne au 19e siècle, étaient des hommes blancs et en fait ils se sont basés sur leur propre corps. Et aussi et notamment pour les médicaments, ça c'est d'autant plus vrai, c'est beaucoup plus simple de se baser sur l'homme qui a un cycle de 24 heures que sur la femme qui a un cycle d'à peu près 30 ou 31 jours, où il y a énormément de variations du fait des hormones. Ah ouais. Du coup, c'est beaucoup plus simple de s'occuper de messieurs. Et c'est pour ça que la médecine s'est basée du coup sur le corps de l'homme, potentiellement en plus en bonne santé. Ouais, donc déjà, il y a cette question-là. Tu as l'impression que ça évolue un peu aujourd'hui ou bof? Ça dépend. Et en fait, encore une fois, souvent, les améliorations et les évolutions viennent des femmes. Donc, c'est des femmes soignantes qui vont instaurer dans les programmes et qui vont lutter pour que dans les programmes de médecine, il y ait une meilleure prise en charge des femmes, et des femmes notamment hors de l'accouchement ou de la grossesse. Parce que très souvent, la grossesse, c'est le point culminant de la santé des femmes, alors qu'en fait, il y a tout un tas de pathologies qui arrivent aux femmes et qui ne sont pas très étudiées. Et c'est pareil en pharmacie. Ce sont la plupart du temps des initiatives de jeunes femmes lors de leurs études qui mettent en place des protocoles et qui souhaitent étudier les posologies et certaines spécificités des médicaments sur le corps des femmes, tout simplement pour savoir comment ça se passe. Ouais. Je crois qu'il y a quand même un labo, je ne sais plus comment il s'appelle, ils sponsorisent pas, donc on va certainement pas les citer, mais il y a un labo qui se spécialise un peu là-dessus maintenant. Ok. Je crois que j'avais essayé de l'avoir dans un petit podcast. Oh non, pas non plus. Voilà. En tout cas, vous parlez dans le bouquin, c'est hyper intéressant, du fait que il y a un droit à la santé, à la médecine, quoi, mais qu'il n'y a pas un sentiment de justice. Enfin voilà, tu parles vous parlez de justice sexuelle et reproductive, voilà, sur toutes ces questions-là. Il y a le droit, mais quid de l'activation de ce droit? Alors oui, pareil, ça va être très politique parce qu'en fait, ça passe aussi par un manque de moyens. Les médecins, même s'ils ont des volontés, et notamment les femmes médecins dont on a parlé de la jeune génération, elles ont des volontés de bien faire et elles ont des volontés de mieux prendre en charge les femmes, mais elles n'ont pas les moyens, ni de temps, ni d'argent, ni dans les hôpitaux ou les ARS, et c'est ça qui est hyper compliqué. Et en fait, c'est politique. Si la santé des femmes n'est pas assez prise en compte, c'est parce que des décisions ont été prises à certains moments. Et par exemple, on parle de l'endométriose dans le livre, c'est un peu un cas d'étude. L'endométriose a été médiatisée. Les pouvoirs publics se sont saisis du cas de l'endométriose qui touche énormément de femmes et qui rend tout un tas de moments de vie hyper douloureux, que ce soit la santé, que ce soit aussi dans la sexualité. L'endométriose peut rendre des rapports sexuels douloureux, mais surtout, en fait, l'endométriose, elle a été prise en compte et elle a été montrée par les pouvoirs publics parce qu'il y a un risque d'infertilité. Ouais. Et très souvent, la santé des femmes, elle est perçue par le prisme de l'enfantement. Ouais, elle ne porte que là-dessus. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne voient des médecins gynécos régulièrement que à cette époque-là. Bien sûr.
je pense, hein, même si, bien sûr, qu'il y a des campagnes pour une certaine régularité, Mmh. de 2 ans, de 5 ans, selon les tests. Mais en tout cas, en effet, soit on attend l'accident, en gros, la Oui. douleur plus douloureuse que les autres, soit on va chez le pharmacien, on s'autogère, quoi. Mmh. Mais en effet, ouais, vous avez tout à fait raison. C'est l'enfantement, L'enfantement, mais dans la douleur. voilà. Ouais, mais et encore ça, est-ce que vous avez identifié que c'était bien fait aussi cet accompagnement parce que c'est vrai que alors là, pour le coup, tu parlais tout à l'heure de, le cycle de santé des femmes, c'est 31 jours, enfin c'est voilà, 28 jours ou 30 jours, enfin en tout cas, ça change tous les jours, quoi. Mmh. De la maternité, ça change plusieurs fois dans la journée. Est-ce que tu as l'impression que c'est bien géré ça? Alors, on a moins étudié la maternité parce que nous, justement, on s'est spécialisé dans toutes ces femmes qui sortent du parcours d'enfantement Ouais, et qui, du coup, sont moins bien prises en charge. ouais, Après, bien sûr il y aurait un autre livre à écrire sur la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement et du postpartum. ouais. Parce qu'en fait, là aussi, du fait d'un manque de moyens, et notamment quand on n'habite pas en grande agglomération, c'est compliqué pour les femmes d'avoir un bon suivi de grossesse, d'avoir un bon suivi au moment de l'accouchement et dans le postpartum. Et là aussi, il y aurait des choses à faire. Ouais, bien sûr. Et sur les questions de tabou, justement, parce que tu dis et c'était l'occasion aussi de donner la parole et de faire connaître, des pathologies qui concernent, autre chose que la seule, question qui intéresse, c'est-à-dire le bébé. Est-ce que là-dessus, vous avez l'impression qu'il y a eu, voilà, encore plein de questions tabous, Euh, ça fait cliché de dire ça, mais en fait, est-ce qu'il y a encore voilà, des trucs où ça va, c'est OK, c'est de la grande médecine, mais ça, c'est du petit caca moisi? alors, tout est tabou dans la santé sexuelle des femmes, Ouais, à la fois parce qu'elles-mêmes ont du mal en fait à parler et même à nommer les parties de leur corps. On s'est rendu compte que beaucoup de femmes, quel que soit l'âge, ne savaient pas nommer les différentes parties. Pardon. Ne savaient pas nommer les différentes parties de leur intimité. Et du coup, par exemple, en consultation, c'est hyper dur d'expliquer où se ouais, trouve la douleur quand on ne sait soi-même pas nommer les parties de son intimité. Donc ça, c'est le tabou un peu général, la santé sexuelle des femmes, parce que les femmes ont une sexualité même quand elles ne veulent pas avoir d'enfants. ouais, Et ensuite, c'était plus des angles morts, des thèmes qui étaient beaucoup moins abordés et beaucoup moins documentés. Par exemple, la sexualité des femmes handicapées, que ce soit un handicap physique ou un handicap moteur, un handicap. Alors, je la refais. Que ce soit un handicap physique ou un handicap psychique, voire les deux avec un polyhandicap, c'est un angle mort. On a des données sur les violences sexuelles envers les femmes handicapées. On n'a pas de données sur leur sexualité, par exemple. ouais. Ah ouais? Vous avez rien trouvé? On a interrogé des gens Ouais, vous qui avez sont... interrogé, ouais. on a interrogé des associations, des gens qui ont un handicap psychique et qui sont dans des relations amoureuses et ou des relations sexuelles et qui parlent de cet angle mort. On a reçu des témoignages là-dessus, mais en fait, à part ça, c'est quasiment inexistant. Ouais. Et ça, là-dessus, les relais, il y a toujours un peu de relais associatifs? Bien sûr, c'était du relais associatif et c'est grâce aux personnes des associations, justement, qu'on a réussi à avoir des contacts. Ou Ouais. de comptes Instagram de personnes qui, via un militantisme pour les droits des personnes handicapées, partagent la parole en fait, des personnes handicapées qu'on n'entend jamais le reste du temps. Ouais. Est-ce que vous avez eu l'impression, vous avez à un moment évoqué le post-MeToo. Est-ce que tu as évoqué l'idée qu'on ne savait même pas placer des trucs dans notre corps. Mm. Est-ce que quand même tu crois que voilà, ce mouvement, cette quatrième révolution sexuelle, celle des féministes, là, est-ce qu'elle est en train d'agir? Ah oui, carrément. Déjà, avec un retour de la parole, on écoute beaucoup plus les femmes sur leurs douleurs, leurs ressentis. On a beaucoup, beaucoup parlé de violences sexuelles depuis MeToo, c'est hyper important. Et maintenant, peut-être qu'on pourrait parler de ce qui se passe après les violences sexuelles. C'est aussi un chapitre du livre de comment se reconstruire après des violences sexuelles dans son intimité, même seule, sans parler d'une intimité à plusieurs. Et ça peut être un des dérivés de MeToo, de comment se réintéresser du corps de la femme, comment se réintéresser à leur sexualité, en ayant dans l'idée qu'on peut avoir mal, qu'on peut avoir subi des violences, mais qu'il faut en parler. Et notamment quand on est dans une relation de couple avec des rapports sexuels. Ouais. Et ça, là-dessus, pareil, c'est que les réseaux associatifs, les Ouais. plannings, quelques gynécos formés, enfin,
attentive, en fait, tout simplement. En fait, c'est tout simplement de l'attention, non? Oui, Ce serait pas exactement. ça, un petit peu l'idée? Oui, bah, bien sûr, l'idée, c'est d'en parler. On a beaucoup parlé de l'école aussi. Ouais, Le rôle de l'école, le rôle de l'éducation là-dedans. Parce qu'en ouais, fait, pareil, un enfant qui sait nommer, c'est un enfant qui, à la fois, va pouvoir dénoncer des choses, mais qui aussi va pouvoir récolter la parole des autres. Un enfant qui sait ce qu'est son consentement à lui, il va ouais, aussi mieux comprendre le consentement de la personne en face quand il sera temps d'avoir une sexualité à partir de 18 ans. ouais. Et ça fait partie justement dernier point que je voulais aborder, c'est la question des solutions. Mm. En fait, ça n'est pas qu'un registre à la Prévert Oh de non. dons ou pas du tout. Ça n'est pas un registre à la Prévert, voilà, des différentes pathologies avec un témoignage et une statistique. Non, c'est aussi un livre de solutions. Heu, est-ce que, j'ai envie d'être positive. Mais oui, il y Non, a du positif. est-ce que voilà, est-ce que, bah, déjà, il y a votre boulot, ça fait partie, d'un type de solution, voilà, la connaissance, l'éducation, tu l'as dit. Est-ce que, ouais, il y a oui, donc votre livre est aussi, bah, une, manière d'offrir des solutions. Bon, bah, attends, je l'ai déjà dit, ça très bien, c'est pas un bouquin de témoignages. Est-ce qu'il y a des solutions auxquelles est-ce qu'il y a des solutions peut-être simples auxquelles on pense pas? Est-ce que, voilà, au-delà d'aller chez le pharmacien, au-delà de parler à notre copine, au-delà de, consulter quand c'est un peu tard, est-ce que voilà, voilà, vous avez fait plein de belles propositions. Est-ce qu'il y a quelques petits trucs comme ça, sans tout dévoiler le bouquin, que tu peux, Euh, partager? J'en ai 2 en tête. La première, c'est de connaître son intimité, de s'y intéresser, de voir à quoi ça ressemble, par exemple. On parlait beaucoup dans les années 70 et avec le féminisme des années 70 de se regarder avec un miroir. Parce qu'en fait, l'intimité de la femme, elle se trouve en interne. Juste voir comment ça fonctionne, comment on est foutu. Déjà, c'est une bonne idée et ça peut permettre après, comme je disais, de nommer les endroits où on a mal, les endroits où au contraire c'est plutôt agréable, etc. Donc ça, c'est une première chose et ça permet du coup après seconde solution, de mieux communiquer avec le ou la partenaire. Mmh. Et notamment, une des solutions qui est abordée dans le livre, sortir de la pénétration. Parce qu'en fait, on part du principe qu'un rapport sexuel, c'est une pénétration vaginale, alors qu'en fait, il y a un éventail de sexualités possibles. Et sortir de la pénétration quand on est une femme cisgenre, c'est aussi potentiellement éviter tout un tas de pathologies. Donc je ne dis pas que la pénétration va faire qu'on a une cystite, mais on a statistiquement moins de cystite quand il n'y a pas de pénétration. Est-ce qu'on peut également sortir son savon à l'occasion pour, messieurs et se laver les mains? Voilà, c'était c'était une petite mais non, parce que je sais pas si tu avais vu, tu sais, je sais pas si tu mates ce genre de série, mais j'avais maté les chroniques de Bridgerton et tu Oula. sais, où là, ils sont dans une calèche et là, le mec, là, en poigne et pouet, pouet, pouet et les mains partout et j'avais vu une vidéo qui m'avait fait trop mal en disant: «Mais le mec ne sait pas laver les mains!» et en Ah fait, ouais. non, mais il y a un vrai sujet Ah aussi. oui. En fait, il y a, comment passer l'info aussi, si le partenaire est un homme. Comment passer l'info, si, effectivement il faut planquer encore, son ovule, il faut planquer machin. C'est-à-dire que, comme dans tout mouvement, c'est la personne qui subit qui quand même à un moment, à plusieurs, arrive à treuiller et à amener des sujets. D'accord, donc nous, on a des outils, on peut plus facilement, plus ou moins facilement les identifier, nous les femmes. Comment passer ce relais d'infos aux mecs? Au-delà de l'éducation effectivement à la sexualité et aux sexualités, à l'école, c'est pas parfait ce qu'ils ont fait là, mais bon, au moins ils vont essayer d'en faire un peu là, le Mmh. gouvernement. Heu, comment on peut faire, que ce sujet dit de femme ne reste pas un sujet de femme? C'est une très bonne question. Oui, effectivement, impliquer les hommes, pas que quand ils sont en couple, parce qu'en fait, même sur un coup d'un soir, même sur une personne qu'on va voir Ouais, de temps en temps pour même pratiquer le sexe, encore encore plus plus, justement. justement, de se soucier, en fait, du bien-être de la personne. Donc, par exemple, avoir un rapport sexuel, très bien, mais est-ce que la personne va pouvoir aller faire pipi juste après? Hyper important. Mmh. C'est bien, d'être un peu foufou, et cetera, et de faire ça dans un lieu, pas forcément adapté, mais est-ce que la personne va penser et va avoir l'opportunité d'aller, uriner juste après? Ça, c'est important. Comme tu l'as dit, se laver les mains avant de toucher quelqu'un, c'est très important, homme ou femme, parce que tout simplement, il y a des bactéries qui passent et c'est pas forcément très agréable. Et se faire dépister et le lubrifiant. Ouais. C'est vrai que se faire dépister quand même, c'est aussi devenu compliqué, parce que, il y a de plus en plus de recherches sur des sujets qui ont été très anxiogènes. Donc on s'est aussi un peu plus lâché et maintenant il y a un recul donc bon. Merci Caroline, j'ai rien oublié, dis j'ai rien oublié?
Non, t'as rien oublié. C'est vrai, j'ai fait la bonne élève. Est-ce que tu crois que ma mère gynécologue va être fière de moi? Elle va être très fière Est-ce de que tu toi. crois que j'ai bien appris? Non, mais moi, dans ma jeunesse, je faisais la gynécologie à la cafette avec mes copines, quoi. En mode sex Mais education. non, mais sauf que en vrai, je le faisais en mode anxiété à mort, parce qu'en fait, moi, du coup, ça m'avait filé trop d'anxiété. Ma mère, si elle avait pu me foutre 2 capotes l'une sur l'autre et 3 pilules en même temps, elle l'aurait fait, tu vois. Donc c'est toi qui disais à tes copines, le sexe, ça fait mal. Ouais, c'était un peu ça. Non, mais en fait, ouais, du coup, ça m'a accompagnée avec une vision très coupable aussi. Très coupable, ça, on n'en a pas parlé, mais c'est... évidemment qu'on treuille aussi tout un lot de culpabilité, parce que si en plus, après, derrière ça, je l'ai bien payé. Tu vois, on se retrouve encore. Clairement. En fait, on a commencé avec la Bible, on va finir avec la Bible. Hein, donc, tu enfanteras dans la douleur. Et puis, attention, tout se paye. C'est pas cité comme ça, je crois, j'ai pas trop lu la Bible, mais je crois que c'est l'idée générale du truc. Grosso modo. Pourquoi le sexe fait mal de Caroline Ernesti, Agathe Moreau. C'est aux éditions, attends, je le dis pour une fois, Hors d'atteinte. Oui. Yes. Vous êtes sur les réseaux aussi. Bien sûr. Voilà. Et puis voilà, il faut le mettre dans des lycées. Ce serait super. Dans des bibliothèques. Il est, paraît-il, dans les librairies catholiques. Et ça, c'est également du bon boulot. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. C'est hyper cool d'être venue nous parler de ça. C'est un sujet hyper important. Quand j'avais vu passer la promo de votre bouquin, je me souviens, je vous avais écrit en disant « Je veux, moi je veux ça, j'adore ces sujets !» Voilà, donc c'est cool. Je suis trop contente de t'avoir reçu. Et merci les petites amies et les petits amis qui nous avaient écoutés. Et au revoir. Salut.